Pour vous passionnés de lecture, bien le bonsoir. Merci de nous être fidèles. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Expression Livre. 1000 excuses d'entrée par effraction tous les mardis soirs chez vous, mais ce n'est qu'une effraction prosaïque et poétique. Alors, notre invité de ce soir, Yahya Belaskri. Bonsoir, écrivain. Bonsoir. Ça va? Bien, bien. Parfait, merci d'être avec nous. Et nous allons parler des visées sur votre dernier roman, le livre... Le dernier roman en date. En date? Parce que je suis en date vivant de quoi encore. Je suis vivant. Ça commence bien. Le livre d'Amraï, c'est paru aux éditions Zulma. Alors, nous allons tout de suite... alors, quand même, deux mots. Je n'aime pas trop m'attarder sur ce qu'on appelle les biographies, oui. Mais il faut quand même signaler que vous avez eu 2 prix, et quand même, ce sont des prix de renom. Un prix du roman Ouest France, Étonnant voyageur. Et puis le second, un prix Beurre FM Méditerranée. Vous êtes à la tête de plusieurs romans, au moins 6, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai eu l'agréable chance d'avoir fait déjà une émission avec vous, il y a bien longtemps de cela, absolument, sur une histoire de bus. Le bus pour le roman Le bus dans la ville, effectivement. Voilà. Mais c'était il y a longtemps. Oui, je crois. Il y a longtemps. Je suis bien content d'être là aujourd'hui. Moi, 6 ou 7 ans. On a l'impression de ne pas vieillir, mais on vieillit. Alors... Vous parlez pour vous? Oui, bien sûr, non, vous êtes la fontaine de jouvence. Même. Et d'ailleurs, vos écrits le prouvent. Merci. Livre d'Amraï. Alors, il est marqué, effectivement, roman, pas sur la première de couverture, mais à l'intérieur. Je dis non. Je dis à votre éditeur non, 3 fois non. Parce qu'il y a plusieurs types d'écriture dans votre ouvrage. Voilà. Peut-être, mais bon, c'est un roman. C'est un roman puisqu'il utilise tous les outils du roman. Mais bien évidemment, vous faites référence à la poésie, mais bien entendu, c'est écrit de manière très très poétique, effectivement. On peut en parler parce que j'avais besoin, pour arrêter cette, comme dit Lacan, cette horreur fondamentale, j'avais envie de mettre en valeur le beau. Et le beau, c'est la poésie. Donc, c'est pour ça que les gens disent effectivement que c'est un long poème. Certains disent que c'est un long poème. Oui. Je l'ai lu plutôt ainsi. Un très long poème. Bien que, je dirais que la première partie est plus narrative. Et puis, à un moment donné, ça se décline totalement en poésie. Vraiment. Parce que prose poétique ou poésie pure. Parce que le personnage se trouve à un niveau de son développement qui fait qu'à ce moment-là, la poésie prend toute sa place, entièrement. Oui, le dévore, totalement. Eh bien, je pense que c'est tant mieux, non? C'est quelque chose, je crois, que c'était un travail très long, très dur, parce qu'il s'agissait de formuler chaque phrase, de travailler chaque phrase, chaque mot, de s'arrêter pour que le mot en soi soit clair, en même temps qu'il ouvre, en même temps qu'il ouvre une métaphore. À chaque fois, il y a quelque chose qui s'ouvre, dans chaque phrase, dans chaque mot. Donc je l'ai conçu comme ça, c'était beaucoup de travail, 3 ans d'écriture pour faire ce roman. Oui, je me doute bien que ce n'est pas... c'est pas comme quand on tient une histoire dans sa tête, puis on se dit, bon, on va la développer, l'histoire tient bien la route, bon, c'est ce que j'appellerais, on peut très bien écrire une histoire très simple, de façon narrative, mais on peut en sortir un très 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 beau roman. Hein, absolument, bien évidemment. Mais vous avez choisi une autre voie, je dirais, hein. Il y a même de la cantilène et de l'épître, je trouve. Non, parce qu'il y a un chant aussi. Absolument, mais absolument. Oui, il y a un chant. Il y a un chant, et si je dis épître, c'est parce que généralement, bon, c'est pas l'origine du mot, mais généralement,
on pense côté religieux. Et effectivement, il y a un côté transcendantal et religieux dans votre... Dans le titre, il s'appelle le livre d'Amraï. Bah oui, c'est... Bon, généralement, quand on dit le livre de... c'est une référence religieuse. Hein. Absolument. Généralement. Mystique, peut-être. Voilà, effectivement. Alors... et puis, il y a, dans votre structure littéraire, il y a, je dirais, c'est ça qui, pour moi, sont les vrais chapitres, c'est-à-dire quand le personnage principal, Amraï, ou peut-être une voix, dit « Voilà qui tu es, voilà tes racines et tes origines ». Alors, ça commence par Kahina. Ensuite, c'est Saint-Augustin. Ensuite, c'est l'Émir Abd al-Qadr. Alors, on voit la progression de mon identité en tant que... c'est plus qu'algérien. Ça va plus loin. C'est presque... toute l'Afrique du Nord. Hein. Voilà l'histoire de cette partie de l'Afrique. Hein. Et parce que bon, on a beau se disputer sur le plan académique pour savoir si Saint-Augustin était plus cela ou cela, était plus du c'est la Tunisie qui le revendique ou c'est nous qui l'en avons. Pour moi, c'est franchement... Il est berbère. Oui, oui. Bon, pas la peine de lui donner une nationalité alors qu'il n'en avait pas à l'époque. Hein. Bon, il n'y avait pas encore ce type de découpage géographique. Alors pourquoi pensons plutôt à l'idée. Comme pour moi, l'Émir Abd al-Qadr, surtout je parle bien de l'Émir Abd al-Qadr, philosophe et poète. Exactement. Hein, et non pas sabre au clair. Hein, c'est celui-là qui... Guerrier pendant un temps, mais... Par obligation. Poète, mystique. Oui, mais c'est un mystique, soufi. Une lumière. Oui, tout à fait. Absolument. Kahina, c'est aussi quelque part, si c'était pareillement sabre au clair, mais fondamentalement, c'était aussi la dignité et puis le combat des femmes. Absolument. La place des femmes dans la société. Bon, ça, c'est pas ni marocain, ni algérien, ni tunisien, hein, bon, ni d'ailleurs autre. Hein. Berbère aussi. C'est berbère aussi. Alors, ça, c'est entrecoupé, avec une page très simple, qui est magnifique parce que elle remet le personnage d'Amraï où c'est je. Je suis. C'est ça. Hein, je suis ce jeune homme. Et je revendique tout cela parce que si j'en suis arrivé là, dans cet état, et toute mon histoire, puisqu'on va voir qu'on va le suivre depuis pratiquement sa naissance, hein, jusqu'à la quarantaine et plus, eh bien, rien ne vient de rien. Ceci dit, j'ai une remarque préliminaire, c'est que dans le roman, il n'y a pas de date, non. Il n'y a pas de lieu nommé, rien, c'est intemporel. Donc, par conséquent, bien entendu, ces figures que vous citez très bien, Augustin, Kahina, Amir Abd al-Qadr, bien sûr, s'inscrivent sur un territoire, sur une histoire précise qui est l'histoire algérienne, et l'histoire plus globale du Maghreb et de l'Afrique du Nord, de manière générale. C'est juste. Mais en même temps, ce texte ne veut pas traiter de la question de l'Algérie seulement, et surtout pas de la question de l'identité. Non, non. Parce que là, l'identité, c'est un leurre, nous le savons. Ça enferme, ça... Et il y a eu un texte remarquable qui a été écrit, Les identités meurtrières de Amin Maalouf, sur cette identité qui enferme. Au contraire, lui, Amraï, convoque ses ancêtres, parce qu'il dit, ce sont mes ancêtres. Amraï, il nous raconte son enfance, son adolescence, sa jeunesse, l'âge adulte, son histoire, douloureuse, comme on va le voir peut-être, mais il n'est pas né que de ça. Amraï, il a plusieurs siècles. Il est né depuis longtemps. Il est né depuis que cette terre existe. Donc une longue histoire. Et pourquoi rappelle-t-il ses ancêtres-là? Précisément pour donner de la profondeur historique, tout de suite. S'inscrire dans le temps long, cher à Baudelaire. Le temps long. Ce n'est pas, si on parle de la terre algérienne, elle n'est née ni en 1962, ni en 1830.
Donc, si on parle de la terre algérienne. Mais là, le roman dépasse la terre algérienne, même si l'imaginaire de l'écrivain que je suis est plein de cette Algérie, c'est normal. C'est-à-dire Oui. si vous me regardez bien, mes veines, ce sont les oueds d'Algérie, bien évidemment. Les bosses que j'ai, ce sont les montagnes du Djurdjura. Et effectivement, ou à la limite, le Chenois, la montagne du Chenois à côté de nous. Donc, bien entendu, mais en même temps, ça va au-delà, c'est la condition humaine. C'est l'histoire d'un individu, un homme, placé dans des conditions précises. Parce qu'un homme est important. Un homme, une femme est important et il est singulier et en même temps il renferme tout. Un homme c'est trop précieux parce qu'il porte la vie. C'est trop précieux. Et donc il est fondamental, il est au centre. Après, il y a comment on habite tout ça, la vie en société et tout, les croyances, les non-croyances. Et ça vient ensuite. Mais quelque chose de fondamental, c'est la vie humaine. Et bien entendu, Kateb Yassine le disait, hein, peut-être on dira un mot de Kateb Yassine tout à l'heure. Tout à l'heure, absolument. Il disait, on ne peut pas s'abstraire de l'histoire. On est le fruit d'une histoire. S'il n'y a pas eu toutes ces conquêtes, par exemple, en parlant de l'Algérie, s'il n'y a pas eu toutes ces conquêtes, toutes ces guerres, ces malheurs, nous ne serions pas les femmes et les hommes que nous sommes aujourd'hui. Nous serions autres. Je ne sais pas quoi, mais nous serions autres. Et quand on élargit le monde... Chaque Algérienne ou chaque Algérien est une parcelle de l'histoire de l'Algérie depuis plus de 2000 ans. C'est un fantastique puzzle. Chaque Algérienne et chaque Algérien est totalement unique, absolument. Mais en même temps, plusieurs grâce à la construction historique et grâce aux autres, ceux qu'ils rencontrent tous les jours. Absolument. C'est ça qui est merveilleux. Et si on élargit le focus, l'histoire du monde aussi nous concerne et nous sommes dans ce monde. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont revisité le monde et on ne serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas ces deux guerres, par exemple, qui ont été monstrueuses. Et les Algériens ont aussi été dans cette guerre, puisqu'ils ont été mobilisés. Bien, je veux dire tout simplement que nous sommes le fruit d'une histoire, bien entendu, mais en même temps, nous sommes singuliers, comme vous le dites, multiples. Nous sommes aussi notre propre fruit. Absolument, absolument, fondamental. Et ce roman, c'est cela. Ouais. Alors, vous utilisez effectivement par rapport à... vous venez d'évoquer la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc pour l'introduire, vous utilisez des personnages. Là, pour cette Première et Deuxième Guerre mondiale, c'est son père. C'est le père, son père qui a eu un mandat tardivement. Hein. C'est important ça aussi, hein, parce que son père va l'avoir quand le père va avoir 60 ans. Donc c'est un vieux père déjà. Hein. En plus après il va se remarier son père avec une autre femme, une sorte de fratrie qui est très grande. Et il y a quelque chose de bouleversant dans votre roman, c'est vers pratiquement la fin où il visite ce cimetière qui n'est pas un cimetière familial, hein, attention, c'est un cimetière normal, mais où il retrouve toutes les tombes et il reconstruit sa famille à partir des tombes. Et chose terrible pour lui, c'est qu'il n'a jamais été, parce qu'on ne l'a pas prévenu, parce que ça, il n'a jamais été présent le jour de l'enterrement. Je crois que et c'est comme un ratage pour lui, c'est-à-dire voilà que je perds petit à petit des membres de ma famille, sœurs, mère, père, frère, etc. Je ne suis pas là au moment voulu, mais où étais-je? Oui. Et c'est peut-être là que se situe la plaie pour Amraï, précisément parce qu'en fait, quand il cherche les siens, il les retrouve, ils sont tous au cimetière. Parmi les vivants, ils ne sont plus. Il y a autre chose, il y a lui, avec cette plaie qui ne peut pas guérir, c'est pas grave, possible, qu'il essaye, qu'il porte en lui de toutes les manières. Mais c'est pas ça mais en même temps, c'est un véritable traumatisme et qui fait que cet homme va essayer de se forger une autre vision du monde, une autre vision de la vie. Bien, je suis seul, ils sont partis, je n'étais pas là. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je les rejoins ou
je m'attache à la vie, précisément pour essayer de m'inventer. Voilà le personnage. Il va essayer de s'inventer. Et bien entendu, pour s'inventer, il fait des choix, parce que de toute façon, l'individu fait des choix. On n'est pas prédéterminé. Nous le savons. Nous ne pensons pas prédéterminé. Chacun fait des choix. Nul ne peut être assigné à une situation en dehors de ses choix à lui. Parce que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on devient voyou ou terroriste. C'est pas vrai. Non, mais on est pauvre et on peut s'en sortir, on peut faire des choses et avancer et créer. Donc il fait des choix. Et le choix d'Amraï, devant ce fossé qui se creuse, devant les drames qu'il connaît, c'est de dire je vais aimer. Et je vais uniquement aimer. C'est l'amour. Ouais. C'est l'amour fondamentalement qu'il fait vivre et qu'il va donner. D'ailleurs, il le dit à un moment donné, il a dit, cet amour, il parle à sa mère, il dit, cet amour que je n'ai pas su te rendre, aujourd'hui, je le dissémine aux autres, c'est ça, aux vivants. Et c'est ça ce qui lui permet de tenir. Parce qu'il était aussi le préféré de sa mère. Al-Mazozi. Alors Amraï, évidemment, l'amoureux est en constante demande. C'est un vorace de l'amour, c'est-à-dire qu'il lui faut, c'est une addiction chez lui. Je reviens à l'histoire du cimetière parce qu'elle m'a beaucoup touché. Quand il parle de chacun, de ses sœurs, de ses demi-sœurs, de sa tante, etc., c'est comme si, tout d'un coup, voilà, un pan d'une façon de vivre, donc d'une culture, d'un moment de l'histoire, donc, comme vous dites, c'est pas... Quelque part, si, c'est quand même pas intemporel, c'est quand même quelque part temporel, parce qu'on voit bien que la façon de vivre de sa mère ou de son père se situe bien sur certaines années, pas possible sur d'autres. Hein. Ça se situe bien, par exemple, en 50, ça ne peut pas se situer en 90. Hein. Oui. C'est comme s'il disait, voilà, ça c'est perdu. Mais pas seulement pour moi. C'est pas, ça c'est perdu. Comment ma mère était assise sur la peau de mouton, pas soumise, mais c'est ça, la vie est pour elle, c'est ça, parce qu'elle n'a rien vu d'autre. Son père, grand fier, des hauts plateaux, pas question de... c'est d'abord la fierté et la dignité, quel qu'en soit le prix. Hein, Lhassa, parce que c'est son sceptre, en fin de compte, Lhassa. C'est son sceptre, c'est là d'où il détient la force, comme un roi détient le bâton de commandement. C'est juste. Hein. Ses sœurs qui le chouchoutent, hein. C'est pas le dernier. C'est comme si c'était des pans entiers, comme ça, qui venaient d'être enterrés de la culture. Et c'est fini. Donc il faut construire autre chose. Comment construire autre chose quand on a perdu ce qui nous a fabriqué Non, il y a, quand je parlais de choix tout à l'heure, c'est-à-dire que et ça rejoint la question de l'exil. Ouais. Parce qu'en fait, Amraï, il nous conte son histoire, et quand il va au cimetière, il est en exil et il revient. Et donc, il y a... Pourquoi faire des choix, fondamentalement? Parce qu'il y a un danger dans l'exil, c'est de se retourner. Et quand on se retourne, il y a la tentation de revoir les miettes, les cailloux qui sont dispersés, et d'avoir envie de refaire le chemin inverse et de les ramasser, de reconstituer les puzzles, comme vous disiez tout à l'heure. Et à ce moment-là, nous sommes dans la nostalgie. Ouais. Et c'est insupportable. C'est insupportable. Il y a quelque chose qui diminue de la capacité d'invention et de création de l'individu. C'est ce qui le bloque à un moment donné. Absolument. Oui, ça le bloque. Mais en même temps, il trouve la ressource. Il dit, les pierres sont à leur place. Elles sont là. Bien sûr, la tendresse, l'amour et tout est là. Mais moi, je suis vivant. Ouais. Et je suis vivant et donc, par conséquent, il me faut m'inventer. Il faut que je travaille, que je crée, que je réfléchisse. Et c'est quoi qui lui est donné, qu'il connaît, son arme, c'est la poésie. Et là, il va écrire la poésie et l'amour. Et l'amour d'une femme. Octavia. Bien évidemment, bien sûr. Et bon, on va laisser pour le moment Octavia de côté, on va y revenir parce que c'est quand même un personnage clé de votre roman. Hein, et au début et surtout à la fin, parce que
une passion amoureuse tellement forte, d'où il tire sa poétique. Absolument. S'il n'y avait pas Octavia, il n'y aurait rien. Il n'aurait peut-être jamais ni écrit, ni été un poète. Mais ce jeu de piste est intéressant, parce que c'est un jeu de piste où, vous savez, comme on fait des jeux de piste, où on découvre des trésors. Alors, ce jeu de piste, par rapport à ce souvenir, nostalgie de son père, de sa mère, de ses sœurs, de ses frères, etc., avec son grand frère, qu'il adorait, qu'il admire, ouais. Et puis souvenir quand il est raflé avec son père, c'est des choses. Et ce jeu de piste va l'amener à des points qui, comme dans le jeu de piste avec les scouts, on trouve un petit trésor. Et il sait l'exploiter, ce petit trésor. Et dans la construction de votre roman, chaque fois qu'il va vers la nostalgie, donc il a une flèche, comme ça, il suit la flèche, il découvre un trésor, et il y a une gradation, son art poétique s'élève de plus en plus, puisqu'on va avoir dans votre roman des poésies, on se doute bien que c'est lui qui les a écrites, ou qui les a en tout cas pensées, ou il a soliloqué avec la poésie dans sa tête, il se les a construites, même si elles ne sont pas écrites, peu importe, il est là-dedans. Et puis, il y a, je vous avoue franchement, Yahya Bellaskeli, évidemment, entre les premières poésies qu'on peut trouver en italique dans votre roman et les dernières, excusez-moi du terme, c'est trivial, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'on voit que de plus en plus, il y a un niveau absolument extraordinaire. Vos dernières poétiques sont... bon. J'ai tout dit en disant bon. Oui. Vous me comprenez. Oui. Dans votre écrit, vous l'avez fait exprès. Mais bien évidemment. Ben oui, ça fait partie de la construction de votre roman. Absolument, absolument. Parce que, quand vous dites qu'il y a une gradation, c'est parce qu'il y a... quand Amra il prend la parole des jeux, il raconte sa vie. Nous sommes dans la quotidienneté, dans l'histoire immédiate, individuelle de ce personnage. Donc il se raconte. C'est plus tard qu'à un moment donné, c'est son ami Anzar qui va le raconter. Alors c'est Anzar qui parle. Voilà, après. Ouais. Mais lui, il parle. Et donc il raconte sa vie. Et en même temps, on sent une gradation, on sent qu'il y a une situation de délire qui est là. C'est ce délire qui va crescendo, qui va permettre à la poésie de s'affirmer encore plus, d'exploser, à un moment donné, d'exploser jusqu'au bout en convoquant tout, en convoquant tous les sens et tous les mythes qui lui sont chers. Donc il s'inscrit dans une histoire donnée, une histoire longue, une histoire tumultueuse, une histoire dure, et en même temps, c'est de là qu'il puise sa sève. Et c'est pour ça qu'il y a le crescendo du délire et suivi par le crescendo de la poésie pour faire face à cette folie qui s'empare de lui. Parce que c'est trop dur, parce que c'est trop difficile, parce qu'il vit une tragédie à un moment donné. Et cette tragédie, comment l'arrêter? C'est par la beauté, c'est par la poésie. C'est pour ça qu'il y a une progression, effectivement, comme ça. Même dans ce texte, je cite des poètes que j'aime, que j'admire, comme Hamid Skif, comme Jean Sénac, voilà, que Chikaya Utamsi, que j'aime beaucoup, et les autres poèmes à moi. Oui, il y a quelque chose de savoureux, il assiste, bon, il devient très militant, je dirais presque libertaire. C'est ça. Il constitue un groupe de théâtre avec des amis, il y a une compagnie de théâtre qui va un peu partout pour déclamer soit de la poésie, soit du théâtre, etc. Mais c'est une sorte de
d'époque on the road again, si je peux m'exprimer ainsi. Hein, ça pourrait être sur la route de Kerouac, ouais. hein, c'est un peu ça. Et puis un jour ils assistent à une conférence de Jean Sénac. Bon, vous le citez pas ainsi, mais on comprend bien que c'est Jean Sénac, bien évidemment. Il le traite, oui, de vendu au pouvoir, etc. Puis 2 ans après, il y a maturation. Et il dit, oui, non, franchement, je regrette, j'étais vraiment dans mon délire, soi-disant. De jeune homme, d'étudiant, quoi. Il a 20 ans. Oui. Ah, il a 18-20 ans. Bon, c'est logique. Mais je reviens à ce que vous disiez, c'est-à-dire cette gradation. Parce que on le voit au primaire, ensuite au secondaire, il passe son bac d'une façon absolument rocambolesque, grâce à une prof de français qui va le chercher sur un chantier complètement fou. Elle le tire de là pour lui dire, mais enfin, tu es brillant, il faut absolument que tu passes ton bac. Il n'y croyait pas un seul instant, mais il obtient son bac, et c'est le seul de la famille qui a son bac, qui peut enfin entrer à l'université. Grande fierté de son père, ça y est, il a réussi, quoi. Moi, j'ai un fils qui va rentrer à l'université. Hein. Il emprunte même à l'épicier, parce qu'il veut faire la fête, donc il achète plein d'aliments chez l'épicier, de produits chez l'épicier, et puis il lui dit, de toute façon, tu me fais crédit, parce que toi, mon fils va rentrer à l'université. Alors, il le dit très bien, il dit, mon père a payé son crédit avec mon diplôme. Je trouvais ça très beau. C'est son porte-monnaie. Ça, c'est de la poésie. Ça, c'est de la poésie. Là. Et vous commencez, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que vous commencez, je dirais, chaque chapitre, j'ai 30 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, etc. Et tout cela. Ça, je trouvais ça très intelligent, de mettre d'abord le contexte social. Et ensuite, vous continuez le chapitre sous une forme poétique. Mais au début, l'écriture est tout à fait, je dirais, quelque peu classique. Hein. Voilà, j'ai 30 ans, voilà ce que je fais, je travaille là, je me suis fait virer du boulot parce que j'étais trop honnête, on me disait de faire des choses qui, pour moi, sur le plan éthique et déontologique, pas possible, embaucher la petite amie du directeur, non, je vois pas pourquoi, une gestion malsaine de l'entreprise, non, je n'accepte pas, donc il se fait virer de partout. Donc, mettez ça... Parce que c'est important. Un poète ne vit pas quel qu'il soit. Hein. Bien évidemment. De tous les pays du monde. Il n'est pas hors contexte social. Absolument. C'est pas le gars qui est dans une soupente avec une chandelle. Ça, c'est l'image romantique. Hein, et qui écrit. Hein, avec un manteau rapiécé. C'est un autre social. Il y a sa voisine qui est une vieille dame adorable qui vient lui donner un crouton de pain avec de l'eau dans une cruche. Ça n'a jamais existé. Hein. C'est très joli. Hein. Oui, c'est beau, c'est vrai que c'est beau. Oui. C'est le poète, Khatib Yassine a fait 1000 métiers, 1000 misères. Hein. Il a travaillé sur des chantiers, il a travaillé sur ceci, il a fait du jardinier, il a fait... Oui, bien sûr. Il allait à la rencontre de la vie, et c'est ça qui lui a fait. Parce qu'il est dans la vie. Parce que c'est un autre social, et Amra est de la même manière. Bien sûr, il n'est pas venu de nulle part. Il raconte qui c'est sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Il raconte sa progression, comme vous le disiez. Donc, je suis allé à l'école, oui, voilà, j'ai vu ça, j'ai connu ça, j'ai connu la douleur, j'ai connu l'humiliation du frère écrasé par la soldatesque. Parce qu'on marche sur son frère, il est étalé sur un camion, on lui marche dessus. Et il raconte tout ça, et son enfance. La pauvreté, la misère du quartier, ses premiers boulots, quand il rentre dans la vie sociale, comment ça se passe. Il a des enfants, il fait son service national. Absolument, son service militaire. National, non, je veux dire, parce que vous faites référence au service national en Algérie. Oui, si vous voulez, oui, bon. Disons qu'on appelle c'est un petit rusé, hein. Service militaire. Vous voulez garder une temporalité et pas de géographique précis. Non, mais le roman, c'est cela. Mais attendez, même si ce n'est pas hors contexte. Je vous arrête tout de suite, Yahya Belaskeli. À l'époque, en France, quand il y avait encore le service militaire obligatoire, on appelait ça le service national.
Très étrangement. Mais c'était pas à ça que je faisais référence de manière générale. Mais c'est juste, d'accord. Mais c'est ça, c'est-à-dire que bon, on va dire, c'était un appelé pendant 2 ans. Voilà. Bon, et là aussi, il va vivre une horreur parce qu'il est envoyé dans un endroit absolument. Là, ça tient du fantastique. Hein, c'est du Kafka. Hein, c'est du Kafka pur. Bon, faut pas raconter, mais c'est du. Oui. Faut savoir que c'est vraiment du Kafka pur. Mais ça a totalement existé, pas seulement chez nous. Hein, oui, bien sûr. Partout. Absolument. Alors c'est ça qui est bien, c'est que vous me mettez. C'est la phrase de Pablo Neruda. J'avoue que j'ai vécu. Je vis. Et effectivement, sans cela, c'est pas possible. Je ne peux pas aller dans cette écriture poétique. C'est pas possible. Absolument. Vous le disiez à l'instant, vous rappelez Kateb Yassine. Kateb Yassine, effectivement, non seulement c'est un immense poète, on le sait, mais en même temps, c'était un homme dans la cité, dans la vie. Il intervenait. Oui. Il intervenait, il allait au-devant des ouvriers, il a travaillé, lui, comme vous avez dit, 1000 métiers, 1000 misères. Il a travaillé en France quand il est parti en 1947 déjà, quand il a émigré en France. Et d'autres aussi. Ahmed Asghar, il m'a raconté tous les postes de travail qu'il a occupés en France. Je le regardais, je lui disais, oui, j'étais apprenti boulanger, ensuite je faisais du jardinage, ensuite j'étais sur les chantiers. Bon, généralement, ils ont tous travaillé sur les chantiers. Ils poussaient la brouette. Voilà. Bon, c'est pas très poétique, mais parce qu'il faut gagner sa vie, il faut vivre et tout ça. Voilà. Et donc, il raconte sa vie réelle et tout ça, mais parce qu'il a besoin de dire d'où je viens, quoi. Voilà. Mais en même temps, je le dis, j'ai fait en même temps, il parle de sa famille, j'ai fait en sorte que ce personnage soit ancré dans une société bien donnée, bien précise, dans une famille et tout, mais en même temps, avec une référence beaucoup plus longue, plus lointaine dans l'histoire. C'est-à-dire que cet homme n'a pas 50 ou 60 ans, mais il a 2000 et quelques années. Ouais. Voilà. Ouais. Il a plus de 2000 ans de vie et d'histoire, puisque ses ancêtres sont là. Donc, bien sûr qu'il est inscrit dans la société, bien entendu, mais ça n'empêche qu'il est poète, qu'il est créateur, qu'il crée, qu'il invente, qu'il essaye de raconter des choses par la poésie pour précisément faire barrage à l'horreur fondamentale, comme je le disais tout à l'heure. C'est ça. Et donc le poète est dans la cité et tout ce qu'il voit, tout ce qu'il vit, le nourrit. Bien évidemment, il est nourri par sa vie, il est nourri par ses parents, même quand c'est des parents analphabètes et qui n'ont pas... Parce que la transmission, ce n'est pas quelque chose de « je te donne, tu reçois ». C'est un processus complexe. Mais donc, ils ont transmis un certain nombre de valeurs, ses parents, ses vieux parents, analphabètes, mais qui ont transmis des valeurs. Il dit que mon père m'a appris que chaque jour est une chanson. C'est extraordinaire, mais il en fait une valeur essentielle. C'est-à-dire, chaque jour est une vie. Et il faut l'inventer. Voilà, pas de pessimisme là-dessus. C'est-à-dire résolument vers l'avenir, résolument dans la vie. Et l'amour, fondamental, ce qu'il a reçu de sa mère, de ses parents, même si c'était maladroit, de ses sœurs, il a reçu énormément d'amour. Et puis cet amour-là, oui, il va le rencontrer avec Octavia, on revient à Octavia. Alors, revenons justement à Octavia. Parce qu'il y a deux choses quand on commence à parler d'Octavia. C'est que c'est un amour d'enfance. Hein, il l'a connu, évidemment, on voit bien que c'est ce qu'on appelle, j'aime pas trop ce mot, mais enfin, une pied noire. Hein, mais on verra qu'il y a un incident qui se déroule avec elle et ses parents après l'indépendance de ce pays. de ce pays. L'indépendance ou libération. De ce pays. Et puis, pardon, c'est une amie d'enfance, et lui, il a une bande de copains, Anzar, c'est son meilleur ami, mais enfin, c'est une bande de 4, hein, c'est la bande des 4. La bande des 4, c'est pas la bande des 4 après la mort de Mao Tse-tung, non? Non. Non, rien à voir. C'est des enfants qui font des bêtises. Absolument, oui. Voilà. Alors, Paquito, qui est d'origine certainement espagnole. Absolument, oui. Shlomo, le fils du rabbin. Voilà. Anza et lui. Voilà. Et puis, Octavia, la princesse
parce qu'elle est l'une des rares filles. On suppose qu'elle est d'origine italienne, bien évidemment, avec un prénom comme cela. Oui, on sait que toutes ceux qui se sont... peut-être romaines. Ou même, voire même romaines, hein, qui nous a conquis pendant des siècles. Voilà. Donc oui, c'est ça, c'est un bon copain, puis cette séparation qui est un peu difficile pour l'enfant, mais Octavia reste là. Non, ce moment, il faut le raconter. Parce qu'il y a un moment qui est magnifique dans votre roman. C'est année X. Il est avec ses copains, Paquito, Shlomo, et puis il y a Octavia, bon, donc ils sont vraiment tous soudés, etc. Et puis, quelques mois après, c'est cela. Le maître fait l'appel, Paquito, absent, Shlomo, absent. Ils sont basés, Paquito et Shlomo, ils sont pas là. S'ils sont basés, ils sont pas malades, j'espère. Non, Paquito et Shlomo sont partis. C'est ça. Et ils sont partis. Et ils lui ont pas dit. Et ils lui ont rien dit. Personne ne lui a rien dit. Ouais. C'est ça sa douleur. Comment on peut jouer ensemble la veille? C'est le premier exil de votre roman. Vous vous en êtes rendu compte? Mais bien entendu. Bien sûr, vous l'avez fait exprès. C'est marrant, ces écrivains, ils font toujours tout exprès. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais il y a des choses qui nous dépassent. Je plaisante, mais bien sûr, là, c'est la construction de votre roman exil, même. Effectivement. Et c'est ça la première chose, le premier fossé, là. Déjà, il y a une amputation. Pour lui, c'est une amputation, mais bien sûr. Mais pourquoi il s'en parle? Et il va les chercher, parce qu'il ne comprend pas. Il pense qu'ils sont malades ou qu'ils... Oui, mais on lui il va même frapper à la porte d'où habitait Shlomo. Il dit, il est où? Et le gars lui répond, non, mais il reviendra. Oui, il reviendra. Il est juste là, quoi. Oui, voilà. C'est terrible. Sauf qu'ils ne reviennent pas. Et c'est l'enfance déjà. Ouais. Il y a quelque chose qui se brise là, à ce moment-là. Parce qu'un enfant n'a pas tous les outils pour comprendre. On joue, et puis le lendemain, une partie n'est pas là pour jouer. Mais on se rend compte, on pose des questions, on se rend compte qu'ils ne vont plus revenir. Et là, c'est douloureux pour l'enfant, parce que personne ne lui répond. Son père ne lui répond pas, l'enseignant ne lui répond pas, son maître, c'est incroyable. Mais la force de l'enfant, c'est ça. C'est qu'il y a tout de suite Octavia qui est là. Elle est restée, Octavia. Et Octavia, ça va. Il se dit, si j'ai Octavia qui reste là, je vais avancer avec elle, avec Anzar. C'est une sorte de compensation. Absolument. Il y a Anzar aussi qui est là, l'ami fidèle. De toujours. Et il y a Octavia, cet amour. Et il se dit, Shlomo et Paquito, je vais les retrouver. Puisqu'ils sont là, ceux-là, on va un jour les retrouver. Ouais. Sauf qu'Octavia va partir. Bien après. Oui. Bien après, Octavia va partir. Et elle va partir, elle et ses parents, et là aussi, autre césure terrible, je dirais, situation fracassante pour lui. C'est la question de l'étranger, la question de l'autre. On dit à Octavia, et ensuite ses parents viennent se plaindre au lycée pour dire, mais enfin c'est incroyable ce qu'on nous dit là. Vous êtes étrangère. Ouais. Et j'aime bien, parce que vous employez deux mots dans votre roman. Dans la bouche d'un idiot, quoi. Il dit, vous êtes des invités étrangers. Bon, c'est incroyable, c'est presque un paradoxe. Vous êtes des invités, mais vous êtes étrangers. Généralement, quand on vous invite quelqu'un, vous ne lui dites pas, oui, je t'invite, mais attention, fais attention, tu es étranger quand même. Voilà, ouais. Bon, franchement, c'est horrible, quoi. Absolument. Au contraire, on lui dit, si tu es invité, tu fais partie de la maison. Oui, c'est toute la contradiction. C'est toute la contradiction qui émerge là de la situation. Invité et étranger. C'est déjà le rapport à l'autre. Ouais. L'autre, déjà, on est toujours l'étranger de quelqu'un. Et donc tout de suite, il y a une situation qui change, sociale, économique ou politique ou quoi que ce soit, et puis soudain, celui-là qui est là devient étranger. Étranger à soi déjà, oui. Alors qu'il est déjà en nous. Et ça, l'enfant n'arrive pas à le comprendre non plus. Et c'est un choc considérable. Il dit, mais non. Il lui dit, mais non, mais tu es d'ici, toi. Tu es comme moi. Tu es d'ici. Je t'ai toujours vu là, quoi. Voilà, exactement. On a grandi ensemble. C'est pas possible. Donc, c'est ça, le traumatisme qu'elle va vivre, cet enfant. Puis après, donc il va grandir. Il y a Anzar qui le soutient parce qu'on a un ami fidèle, un ami proche qui le comprend. Ils sont nés ensemble, ils ont grandi ensemble. Et il va s'investir en devenant un jeune homme dans ce qui est
un mouvement libertaire, comme vous le disiez tout à l'heure. Il fait du théâtre. Contestataire. Contestataire, révolutionnaire même. Mais c'était une, comment dire, une époque de jeunesse, d'envie, d'enthousiasme, et parce que tout le monde croit en cet avenir. Tout le monde croit, et lui encore. Sauf que là aussi, il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui se passent. La compagnie de théâtre, ils perdent quelqu'un qui meurt, un de leurs amis qui meurt, et là, tout le monde s'est dispersé, quelques-uns sont arrêtés et tout. Vous me rappelez, quand j'ai lu, vous me rappelez deux choses, quand j'ai lu toute cette partie, quand ils ont 20 ans, etc. Bon, la fameuse chanson de Léo Ferré, avoir 20 ans, bien évidemment, mais une phrase, j'avoue que Yahya Blaskri, je ne me souviens plus qui l'avait dite, mais ce que je trouve très belle, c'était quand la jeunesse s'enfièvre, le monde éternue. Ben heureusement. C'est ça. Ben bien sûr, ben heureusement, oui. bien sûr. C'est-à-dire que bon, il y a un bouleversement. Exactement. Et effectivement, c'était une période de bouleversement. Absolument. Et il s'inscrit en tant que jeune homme, il s'inscrit là-dedans. Mais il s'inscrit, il y va. Et là, là aussi, il y a une référence à un homme, un ami très cher qui est décédé récemment à Paris. C'est Diden Oumer, le metteur en scène et comédien, que j'ai connu il y a de longues années à Oran, et qui était donc l'assistant de Patrice Chéreau à Paris, et qui plus tard est venu à Oran faire du théâtre avec une compagnie de théâtre. Il est décédé il y a 2 ans, et sa femme Jacqueline Oumer, qui vit toujours, qui est vigoureuse femme. Ouais, on se voit de temps en temps, donc elle habite à côté de Montpellier. C'est une grande amie, très chère. Donc c'est une référence à Diden Oumer aussi, parce qu'il y a des références là. Hamid Skif, Sénac, tout absolument, ça. Absolument. Et donc Diden Oumer et tout. Et cet enfant, ce jeune homme va s'investir là-dedans, et puis il y a quelque chose qui intervient, et il est cassé. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui veut mordre dans la vie, et qui est brisé. Et qui est mordé dans le doigt. C'est ça. Alors, il y a un passage, c'est l'ère de la bêtise, j'appellerais ça. C'est bien après, hein, quand il a un certain âge, ou je sais pas, ou peut-être que c'est à ce moment-là, il est pris, on l'amène pour un interrogatoire, et là cet interrogatoire est succulent. Succulent parce que c'est tout ce que la bêtise humaine peut engendrer au niveau du verbe et de l'idée, parce qu'il y a le gars là qui va dire, alors dites-moi, mais vous habitez où je sais pas, il lui dit dans les nuages, je sais pas quoi, ou dans la poésie, ou je me rappelle plus. Et enfin, tout le dialogue est comme cela. Mais bien plus parce que lui il est poète et l'autre c'est un stupide, disons, un agent de force de l'ordre, oui, de force de l'ordre et tout ça, et qui pose des questions. Même pas ce qu'il lui dit. Absolument, c'est totalement décalé. Oui. Et il lui dit les livres, mais les livres ils sont à la bibliothèque, quoi. Oui. Et si vous cachez vos livres, voilà. Subversifs. Et alors, ses amis, c'est un code, vous appelez les poètes, c'est ça, c'est un code. Voilà, bon. Enfin, tout est comme ça. Mais absolument. C'est kafkaïen. Ce jeune croit en son pays, croit en la possibilité de construire quelque chose avec tout le monde, pas lui tout seul. Et puis là, les questions que pose cet agent de l'ordre, ou ce policier, sont totalement décalées, complètement. Il ne comprend pas. Il comprend pas. Il lui dit, moi, je suis de la famille des poètes, je suis de la famille. Bien, moi, clandestin, oui, d'accord, c'est vrai. Et la bibliothèque aussi clandestine. Oui. Il lui dit clandestin. Ah oui, vous avez une bibliothèque clandestine. Voilà. Où sont ces livres? Bon, enfin, téléspectatrices, téléspectateurs, quand vous lirez le roman de Yahya Blaskri, c'est le seul moment, je dirais, tellement plein d'ironie, vous moquez tellement de la bêtise humaine, de l'incompréhension de certaines personnes vis-à-vis de la beauté, de la création belle, que ça fait un plaisir de lire ça, alors que tout le reste du roman n'est pas comme ça. Hein. C'est pas sur ce ton-là, quand même. C'est pas sur ce ton, mais c'est sur le ton amoureux, quand même. Hein.
Ah oui, non, Oui, alors non, ça c'est amour. autre chose. Non, ça c'est autre chose. Hein. Oui, l'amour les de la belles vie, pages du d'amour monde, sur Octavia. Elle lui dit, bon, moi je m'appelle Octavia, ça c'est mon prénom, mais j'ai un autre prénom qui s'appelle, je m'appelle aussi Julia, parce que, bon, c'est marrant, parce que Julia, c'est Julie, quelque part, et c'est la famille des Julie, donc d'Octave et d'Octavia. Nous sommes dans... Je pense que c'est pas gratuit que vous avez mis tout ça. Rome. Voilà, c'est Rome. C'est la Louvre romaine. Absolument. Hein. Et il lui dit, oui, mais enfin, bon, je sais pas quoi choisir, Octavia ou Julia, alors je vais t'appeler Majoie. Ça va être plus simple. Hein. Voilà, c'est Majoie, c'est son. Voilà. C'est quand il la voit, il en fait une description absolument renversante sur tellement bas. Même sa mère, au seuil de sa mort, évoque Octavia en lui disant, mais qu'est-ce qu'elle est devenue quand il vient la voir des années après, parce qu'il est en exil, donc il revient, risquant sa vie, parce que c'est un moment terrible qu'a traversé ce pays, encore une fois, Oui, imaginaire. On peut imaginer que ce soit des forces obscures prennent la décennie noire en Algérie, par exemple. Voilà, tentent de prendre le pouvoir et assassinent à droite et à gauche de façon terrible. Il prend le risque, lui, en tant qu'intellectuel, de venir voir sa mère. Ça, il y a une scène bouleversante. Elle lui dit, surtout ne reviens pas, je t'adore. Appelle, fais ce que tu veux, mais là, non. Si c'est pour risquer ta vie, pour que tu viennes me voir, non. Alors que moi, j'ai tout fait, hein, depuis tout petit, depuis que tu es né, pour que tu sois en vie. Franchement, c'est idiot, quoi, que tu viennes risquer ta vie pour ça. Chez toi, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est le deuxième exil. Voilà, c'est le deuxième exil, tout à fait. Et là, elle lui dit, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, Octavia, là? Elle était si jolie. Et lui, alors, il est bouleversé, parce qu'il se dit, comment ma mère a pu se souvenir? Et donc, elle a eu la finesse de comprendre que j'en étais amoureux, même tout jeune. Absolument. Ah, parce qu'elle a dû la voir quand Octavia devait avoir 12 ans, à peine adolescente. Voilà, voilà, c'est ça. Donc on se dit, mais c'est incroyable. Hein. Comme quoi les mères nous comprennent beaucoup mieux. Alors, quand il a 20 ans, il commence... c'est là où il passe aussi à un autre niveau. C'est-à-dire que Amaray va commencer à écrire. C'est-à-dire, quand il est jeune, quand il est adolescent, il pratique la poétique, mais après, il l'écrit. C'est ça. Et Ansar va distribuer ses poésies. C'est ça, c'est ça. Il va distribuer ses poésies, voilà, les vendre comme ça, pour avoir des sous un peu. Et dès qu'il commence à les mettre sur papier, là, je dirais, il y a encore... une gradation. Voilà. Il y a une marche. Absolument. Hein, absolument. Qui monte jusqu'à l'hallucination finale. C'est ça. La fin, c'est marrant. Non, je vous avoue très franchement, inscrit, magnifique, parce qu'il est dans le mode hallucinatoire total. Il parle avec Octavia. Ça y est, il est dans. Il a enfin rejoint son monde et il a des pages extraordinaires. Il demande à Octavia de lancer sa corde, comme fil d'Ariane. Il faut que je te rejoigne, il faut que je rejoigne ce monde, ce labyrinthe poétique. Mais je veux pas d'un monde aplani. Oui, donnez-moi le monde labyrinthique de la poésie. C'est ça. Oui. Parce que chaque coin de labyrinthe est merveilleux. Absolument. Absolument, parce que ce monde, ce que vous avez fait là, vous l'avez enlaidi. Vous n'êtes capable que de laideur, que de monstruosité, que de violence, que le meurtre. Alors que lui, il ne veut pas du meurtre, il ne veut pas de cette laideur, il veut tout simplement la vie par tous les pores, et cette vie dans la poésie, parce que la vie est poésie de toute manière. Et donc, c'est ça, il arrive à un niveau d'hallucination, de délire qui confine à la folie, qui lui permet une très grande lucidité. Oui. C'est cela. Il dit, je suis poète. Maintenant, je sais enfin qui je suis. Exactement. Je suis poète et je viens d'une longue histoire jalonnée de textes de poésie, hein, qu'on le reprenne comme vous voulez. Voilà. La poésie a accompagné plus de 2000 ans de mon histoire depuis que je suis né, parce que je suis né il y a plus de 2500 ans. Voilà. Et donc, c'est pas possible, c'est là. Et il y a cet amour, cette Octavia-là, Octavia, cette femme
belle, qu'il aime, qu'il a toujours aimée, cet amour qu'il veut rejoindre. Mais c'est peut-être là que se situe la métaphore. Ouais. Il veut Octavia. Qui pourrait-elle être là? Là, ce n'est que cette possibilité de cette terre aimée, de cette terre chérie, qu'il voudrait peut-être retrouver. Existe-t-elle vraiment? Dans son esprit, en tout cas. Non, mais n'est-elle pas déjà une imagination de son esprit d'enfant qu'il a construit? Parce qu'à un moment donné, quand même, quand il est au lycée, elle est la seule fille dans une classe de garçons. Donc on peut se dire qu'il l'a complètement construite, qu'il commence à construire son art poétique en inventant une petite fille dont il tombe amoureux et que celui l'accompagne, puisque tous les autres élèves tournent autour d'elle comme des abeilles autour de la ruche, mais elle voit personne. Il n'y a qu'avec lui qu'elle part. Donc on peut se demander si c'est pas déjà un personnage totalement imaginé. Libre lecteur d'imaginer cela. Mais c'est ça, parce que tout le roman est une invention. C'est de la fiction, bien entendu. Oui. Donc voilà. Donc il a le droit. Vous écrivez. Dites donc, Yahya Bellaskri, vous avez le droit de créer des personnages imaginaires et une histoire imaginaire, et votre personnage principal n'a pas le droit, lui, de se construire un imaginaire? Si, au contraire. Procès. C'est pour ça. Procès. Mais bien évidemment. Bien évidemment. Alors, je vais me permettre, je vous laisse lire, c'est une des plus belle poésie dans votre roman, Yahya Bellaskri, parce que là, il est effectivement, on commence à rentrer dans un délire hallucinatoire et poétique fou, je dirais totalement baudelairien presque. Hein. J'avoue que j'ai 1000 ans. César, hein, j'avoue que j'ai 1000 ans. Je vous laisse lire là. Ah bah c'est gentil, c'était pas prévu ça. C'est ça. Dites donc, vous construisez un roman avec que de l'imprévu et vous me dites que dans l'émission, c'est pas prévu. Bien non sûr mais c'est très bien, pas de problème. Des mots d'effroi surgit un soir d'automne. L'oubli abîmé sur le rocher ancestral. Lorsque les hurlements des fauves glissent sur les jours de tumulte, l'enfant de séismes hivernaux chute, renversé par le vertige des géographies troublées. La gueule ouverte, semblable aux margoulettes dégénérées. Le malheur s'invite sur le frontispice de défaite et les frissons s'insinuent dans les échines dévertébrées. Depuis toujours, les jours sans lune et ceux d'avant-hier, le givre de Gadou, les chemins s'épuisent, les bouches vomiquent pour dire la béance, quand l'outrance du scandale grossit jusqu'à l'étouffement. Les aubes s'obscurcissent, le silence rengorge, et les matins infernaux se liguent pour briser la joie des jours d'absence. Alors, de craie, tracer l'amertume. Magnifique. Merci beaucoup, Yahya Bellaskri. Merci. On va juste signaler un autre ouvrage, parce que malheureusement, on arrive au terme de l'émission. Sous votre direction, donc, c'est paru aux éditions Cédia, Kateb ou La Liberté, où nous trouvons des textes, des poésies, des écrivains, des essayistes, des chercheurs, enfin des amoureux de la liberté et de la poésie, tout simplement. D'aucuns, malheureusement, nous ont quittés. Hein, puisqu'il y a des textes même de Tahar Djaoud, par exemple, ou d'autres. C'est bien d'avoir fait cet ouvrage qui est un rappel, parce que les textes sont mélangés. Il y a autant je dirais, quelque chose qui est pas académique, mais bon, certains, oui, comme une analyse critique de l'œuvre de Kateb. Et puis, il y en a qui rendent hommage à Kateb tout simplement par de la poésie, hein, ou par une écriture libre. Absolument. Voilà. Il y a des poètes comme Hubert Haddad, Eric Sarner, Amin Khan, Brahim Hashliman, Adlan Mehdi, qui est journaliste écrivain. Absolument. Signalons 1994, son dernier roman, très intéressant. Voilà. Et donc beaucoup de poètes et
d'écrivains qui ont participé à cet ouvrage aux éditions Cédia. Comme l'année dernière, nous avons fait Mohamed Dib, un écrivain de lumière, aux éditions Cédia. Alors, un dernier mot. Nous sommes en plein 23e édition du Salon international du livre d'Alger. Vous êtes présent à ce salon, vous donnez des conférences, vous avez déjà donné des conférences sur différentes thématiques. Téléspectatrices, téléspectateurs, jusqu'au 10 novembre, le salon est ouvert. Allez-y, à pied, à cheval, en voiture. Mais il y a le tramway, hein. Si vous habitez à Alger, c'est beaucoup plus simple. Le livre d'Abraï est disponible. Et là, alors, le livre ici à la librairie Gallimard. Chez les librairies Gallimard. Alors, si vous allez sur le stand de Gallimard, on fait un peu de publicité, tant pis, vous pouvez trouver le livre. Vous faites une vente dédicace? Oui, et puis il y a la revue Apulé aussi qui est en vente. La revue Apulé. Alors voilà, terme de l'émission. Je rappelle, Yahya Belaskri, le livre d'Amraï, c'est paru aux éditions